Alors on va continuer à interroger donc ces nouveaux regards et ces nouvelles manières de faire qui questionnent donc cette professionnalisation du diagnostic territorial. Et alors on va accueillir tout de suite Thomas Loreissens qui nous vient de Belgique, de l'université de Leuven, et qui va faire son intervention en anglais, à moins que ça pose un problème majeur, mais je crois qu'on a fait un petit sondage, ça devrait aller. Après, vous pouvez poser les questions en français, il le comprend très bien, mais il est plus à l'aise en anglais. Et puis je vais proposer à Thibaut Romani et à Jean-Nicolas de continuer, de finir cette journée. Alors... Good afternoon. Yeah, so I would talk in English. Is there anybody who doesn't understand English? Is it okay? If there's anything, just ask me and I will try to translate it. So in this talk, I will introduce tools and methods we developed for identifying and activating engagement in urban communities. And I have two examples. One is more like a low-tech mapping tool that I developed with my colleagues. And a second example will be interactive urban interventions. So why engagement in this diagnostic, why engagement? So I'm interested in identifying existing dynamics. And so if you look at the city or the urban space or the territory in general, it's always like an assemblage between people and infrastructure. You know, and you could argue, okay, there's also the political and everything. But what I want to do in my work is to step out of this typical service approach in which the government is expected to solve all the problems. So this was inspired by a visit that I had that I did in Porto, and we went with students. We went to some very poor area, and we saw that the government was actually not really active. And so like how can you make these communities more resilient, and which tools can you give communities to become more empowered? And so what do we do when the government fails? To identify issues or in their diagnosis. What can citizens do if all these specialist urbanists come into the space and fail to identify something? What if something does not fit the matrix? They're really pretty diagnostic matrix. What if they fail to identify something? So what should you do? What can a citizen do? And so my work is about creating tools for these people. So a bit of a disclaimer and démenti. I don't see my work as replacing existing approaches, but more to complement them. And so there's the typical, urbanistic approach of identifying and mapping, and so I think that my work is more about complementing. And a weakness of looking at engagement is, of course, that not every citizen is engaged. So not every citizen has the time to engage in participatory processes and therefore might not be represented. But so it's up to us to really look really closely to how we can go to people, meet them, and make sure that our tools are actually pretty representative. So a very inspiring thing from the preparatory work was this question of faut-il conserver la métaphore médicale? And so when you're up there as a specialist in your helicopter and you look at the city and you see, okay, let's identify some issues. Which eyes do you do this? Which intention? And how deep are you going? There's 12 million people living in the Paris metro area. How do you diagnose this? How deep do you go? You could say that actually there's 12 million problems, because how personal do you go? There's 12 million problems. Can you actually diagnose all of this? And there's this
thing, what I find really interesting, the question of the wicked problem, the city, the urban environment as a wicked problem. Actually, a thing where wicked problem is a system, is a problem where you act, and by acting it already changed. It's in continuous evolution, and every diagnosis is actually temporal. You know, you cannot really fully grasp, you know, can we diagnose something wicked? Can we find the true problem actually in all this system? And so it's an internal change. Nothing is permanent, and if you act in it, it's already changed. And so it's a bit frightening actually. So like, it's you don't know what you're handling actually. It's like this huge beast that you cannot really grasp or do anything. And so in the question of, you know, should we use the medical metaphor, I don't believe in a purely medical vision in terms of finding solutions for cures. I believe more in a vision in which people should find their own ways out of situations. And I don't mean with that to leave people in their own issues or terms. I often people don't have the ability to find their ways out, and so I think they would need some help to identify their dreams and ambitions with their areas. So in my practice, I never use the diagnosis as, you know, or the most interesting. I did this for some. The truth is, I did use diagnosis purely as a diagnosis for some governments in mapping exercises, but I never found them really interesting, and I never found that the things that came out were interesting. And I always felt like, what am I actually? Why should I? Because governments, they are looking for solutions, they are looking for answers for problems. And based on participatory mapping tools, for instance, I never felt that I had, you know, the right to say, well, this is the exact solution for what you want. But yeah, I always found it more interesting if I could engage people more in doing actions and in changing some things themselves that they themselves actually were part of in this creation process. So it's often mostly about small shifts, creating awareness, and sometimes larger shifts that lead to actions. And an interesting concept that I find is like this idea of self-practice, about, you know, you yourself doing your own medical examination and looking at your environment, and not like waiting for others to do this for you. And the autopratique and the auto-observation. And a related concept, I didn't hear this yet, about like the smart city and what is a smart city. What is a smart city actually? And the diagnosis in the digital age has not really been got into in this discussion, I think, so far. So a smart, and in this idea of what is a smart city, I truly believe in the idea of the smart citizen, and in the sense like a citizen who is somebody who has a holistic vision on the city and is trying to, you know, change some things. And it's not only about infrastructure or spatial design. It's not only about tackling issues such as dirty street or noise pollution or something. It's also about making a space more lively. It's about falling in love. It's about partying. It's about all these kind of things that really make a city a city. And this smart citizen actually understands that he or she has a role in all this, that they are actors, and that they can take things in their own hands, and that they can act. And so I am proponent for a more hybrid model of governance, in which actually, you know, government and city are more like intertwined, and everybody does its part, and there is more like a mixture of analysis and proposals and
And there is, I don't, because citizens already do some things, they see opportunities, they do their own diagnosis of the space, and they do make, for instance, pop-ups, or they say, well, I want a more lively social space, and they create an urban garden, or they think of the city as something where more ecology is important. The problem is a bit that these citizen actions are sometimes one-offs. They are temporal. They are not like permanent things. At the same time, the government also does a lot of things to go towards the citizens, something like open data, apps, and all this kind of new technologies in which they want to open up their governments and like, oh, okay, on what are they spending money? What are the areas actually that are problematic, etc., etc. So my thing is, my work is about tools for community self-transformation and for identifying an empowerment of engagement. And an interesting aspect of that is like the idea of infrastructuring by like DiSalvo, Dantec, and Ain. And they see like they're from the participatory design action research, and they see the product design focused on often, you shouldn't, they say like participatory action research should not only look at present conditions, but also more at looking at future design and create a fertile ground to sustain community of participants. So now 2 projects that we did. One is Mapit. It is about actually creating a new language, a boundary object, and it was like inspired by workshops like this, in which there's a few people that are like theoretical, and then there's a few people who are designers, and they speak another language, and they have there's power games happening, and so we designed Mapit as like a physical way, an approach to actually lower these barriers, to start to create a boundary object, creating a new language that everyone had to adhere to, and so they were on the same level. It often starts with like a walk through an area to identify opportunities and issues, and then there is a system which has a kind of a background map and stickers, and I will just show you a few of these of the principles of this mapping kit. It was always like to identify opportunities, and that after the Mapit kit, a dynamic was created between the participants, and it really emerged that some actions moved out of this. So there's always like this idea of creating engagement through the practice itself. So a few principles are like not having too many participants, not to create this, to lower the barrier for participation. There is like a scenario, a timed scenario with a moderator, and every participant has its own sticker sheets. Then there is the action of placing elements on the map, the stickers on the map based on the scenario. And yeah, we had it's a system, you can check it out online, but there is a kind of a structure in how we there's a method in how we structured issues and opportunities. Like there's people stickers, there's sting stickers. There's also keyword stickers, relations stickers, and then the idea, and that is actually one of the most interesting elements of Mapit, the idea of risk and of risk taking. Actually, the idea with participation and with opening up the diagnosis to a wide range of participants, not only staying with the experts or the specialists. Because I actually don't like the word expert, because I think every citizen who lives for a while in the city is actually an expert in his place. It's, there's specialists are the
are the architects and people who sometimes think they're experts, but sometimes they're not experts in that particular space. They're specialists. So when you open up actually your processes to the local experts, the citizen, then you're actually doing a kind of a risky business. And because there might be a lot of things that are happening. And so these risk stickers actually try to create friction in these processes by, for instance, placing a bomb on the map. What does it mean to place a bomb on a map? You know, a bomb might, why do you place a bomb on the map? It's not to physically really destroy something, but it might be a way to say, well, I don't agree what this architect is proposing here, and these are the reasons. So by asking participants to place a bomb on the map, they force themselves to think critically on a certain element. So, and also like the idea of the blank sticker, and the idea that you cannot, that you should have like some openness in your processes. So some concept and finding, trying to flatten the power structures through creating new languages and rules, be open but prepared. Generating creative dynamics and going beyond the diagnosis, going beyond the negative, and not staying in a negative cycle, but trying to get this positive dynamic. And then something that we really saw, I work a lot with governments and identifying, but first doing a work with, for instance, a local government with all the specialists is really helpful to prepare the ground and identify the area in which citizen participation can occur. So if you ask everything from the citizens, they get like tired after a while. But if you already say, well, politically there is a wish to do certain things, then it's interesting to focus on that with the citizen. Well, I quickly go to another one. I think there's opportunities for digital diagnosis. These days there are citizen science tools, there are sensors, so we can actually, not everything, but we can measure things. I think this has not been talked about. And so, yeah, there is one project that is more of a digital physical tool, joining the digital with the physical. There is this project that we developed. It's called Quand les oiseaux, and it's about like a small bird, interactive bird that is we hung at 4 facades at groups of citizens actually. And these are connected whistling sparrows that light up when you whistle in the vicinity. Ça réagit à des sifflements. Il y a un microphone là-dedans. Et quand on siffle, cet petit moineau s'éclaire et ça donne des points à un website online. It's en fait, the thing is, it was activating neighborhood organizations, the schools, and motivated citizens. It was a 4-week game, and actually there were 2 winning conditions. Firstly, the amount of whistles, but also the activities that were organized by the teams, by the 4 teams. So we wanted to stimulate self-action, creation of social networks, and also identifying urban issues. So using a game actually as a kind of a form of diagnosis. Because this set like as a kind of a structure, a dialogic process between the government, local government, and the citizen, in which there are possibilities to talk to each other in a certain structured way and with a certain budget. And important in this is that the approach is ludic, so that it's about more of a play, gameful thing. Actually, a lot of whistles were detected, a total of 190,000 in 4 weeks, up to 26,000 for a specific week. But that was not a real success. The real success was the appropriation that happened, and so all the kind of activities that the citizen created themselves, from parties to theater things, to wishing balloons, to all kind of things. And this is
Two things that I want to point to. There was this new bench that was installed through a collaboration with citizens and the government. So the citizen, through this dialogue, identified, okay, this is what we need. We need a bench here, and then the government installed this, and this was facilitated through doing this project together with the citizen. Another thing was that most of the appropriations were low-tech, but there was one case in which there was an engineer that actually adapted our system to something more technological by making the sparrow, which normally was fixed, was actually made mobile on a cart. So this, for me, as an interaction designer working on smart cities, inspires me to say, well, we should actually, in this idea of the hybrid model of governments, we should create new civic tools that engage citizens beyond the problem-centric, tap in the ludic, the aesthetic, strengthen local networks, and enable smart collaborations between citizen and governments, and approach, and I think this is very important, approach citizens in their own zones, areas, not expect people to come to a diagnostic evening from 6 till 9 in the evening where nobody comes, only the 5 persons that are actually already super engaged, but really go to the squares, to the streets, and meet people there. And not think that an online platform in which people can give comments or something on an app will solve or identify all the issues and make a good, interesting diagnostic. So how I think this needs to be developed through co-creation and infrastructuring, and also the idea of the meta design I like a lot. The idea that you actually design you design tools in a way, things that are adaptable, in which you seed something, you seed a design to a community and they adapt it themselves for their local needs. I think this solves a bit of part of the wickedness of the urban space, when people can really hyper locally start adapting things and kind of circumvents the typical idea of you first have to identify the problem and then we will find a solution, and see it more as iterations and a cycle and this dynamic thing. Yeah. Well, that was kind of it. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question par rapport à... Tu parles de community, comme... en fait, moi, ce que je comprends comme community, c'est des gens qui se rassemblent autour d'une envie ou une idée qu'ils ont en commun pour pouvoir la porter, du style faire un jardin, je sais pas, partager. Et est-ce que ça va pas... Enfin, comment est-ce que tu peux changer aussi d'échelle? Parce que la communauté, là, elle va définir une certaine échelle. Et elle va définir des enjeux propres à cette échelle-là. Et dans l'urbanisme, chaque chose qu'on fait, elle a un impact à différentes échelles. Comment est-ce que tu dépasses... Enfin, ce serait possible avec ce que vous faites de traverser ces échelles-là. Et j'avais une remarque peut-être par rapport au diagnostic d'après une carte avec les petits bonhommes cubes autour là, de cette slide. Moi, ça m'a semblé que là, on est dans un langage d'urbaniste, de se dire on travaille sur une grande carte, et que du coup, il n'y a pas tout le monde qui arrive à imaginer le lien entre la carte et la réalité. Et aussi, les choses qui vont être posées sur cette carte, elles vont constituer après une liste de choses qui vont être prises en compte comme voilà ce que les gens ont dit. Et des fois, les gens, ils ont dit ça, mais en fait, le lendemain, ils auraient dit autre chose. Et aussi, des fois, ils n'arrivent pas forcément à savoir si c'est vraiment un problème, qu'ici, il y a du bruit, ou est-ce que c'est finalement pas tellement gênant. Donc, une fois qu'on a identifié les problèmes, on ne sait pas forcément s'il faut vouloir les solutionner ceux-là, ou alors pas, ou finalement, c'est pas tellement important. Et je pense par exemple à une démarche participative à Lausanne, où il y a plein de gens qui ont dit oui, on aimerait bien qu'il y ait un marché. Et en fait, il y a déjà un marché, mais personne n'y va.
Et c'est plutôt, on aimerait bien l'image de se dire j'habite dans un lieu où il y a une buvette, un marché, mais sans. C'est plutôt des paroles en l'air un peu. C'est pas forcément quelque chose vraiment un diagnostic, je trouve. Donc, ouais, est-ce que tu arrives à voir comment dépasser ces limites-là dans ce que tu proposes et comment est-ce que tu peux avoir un impact du coup plus grand que le banc, par exemple, de dire ok, on a fait tout ça, on a un nouveau banc, genre ok, mais enfin, ouais. Bien sûr. Et l'exemple de banc est très minimal et petit et c'est juste, ça évoque pour moi, ça m'inspire. You can En speak fait, in English if yeah, you it inspires me to think further based on this small, minimal thing of the bench. About the Muppet, first of all, about the Muppet, to have this, yes, maps are actually kind of a difficult thing. The more detailed a map, the better. I sometimes use 3D or a picture for people to better imagine actually what the environment is. And what we also like to do is to take them out for a walk to have really the shared understanding. So it's not just something abstract, and it's something really like experienced also. And also some discussions can already happen. Maybe there's a local guide. Maybe there's already something a dynamic that is slowly started up. Yeah, then the idea of that sometimes people really say whatever and then they don't do it, or they don't really feel like it anymore. I agree. Yeah, this is sometimes a bit ideas and ideas and ideas, and it's a big list. And then, but that's also like my point. Like, okay, if you start from engagement as something to look at, that is more interesting, because what do they really do? How do they really activate it? When it's actually, for me, these are really good tests, because okay, you might have like this bench maybe made of pallets, but do they really use this bench then from pallets, and is it really useful? And then it could evolve to something else. It can evolve to something permanent, or you know, when you really ask them to take action, what happens then? And it's yeah, my colleagues call it sometimes like prendre la température, see like what's really happening. And then to the question of scale, I think this is a really valid point. What we're developing now in our projects is kind of a citizen toolbox in which people can add, if they have an urban issue, they can. This is under development, but they can, if they, for instance, have a problem with noise nuisances, there's noise in their street, they want to take action, they can add some sensors themselves and some visualizations themselves. And then the sensors are actually connected to the actuators, maybe some lamp that lights up or something, but the sensor data can also be recorded and be shown to the government, and so that it's a kind of a citizen science thing where actually it's coming out of the local, but it's also informing more government structures, and looking at really this hybrid model also in the interventions themselves, that we're actually informing the government in the same system. Is this clear? Or? Donc, si j'ai bien compris, le MAPIT, il permet de détecter des problématiques à une certaine échelle qui vont ensuite faire partie d'un ensemble avec des autres manières de diagnostiquer le territoire. C'est ça, Oui, ça aussi, justement oui. ce que tu disais en haut, donc nous. Oui, dans mon expérience, in my experience, this idea of having a diagnostic and then the diagnostic ends, that this is not happening. So it is something that is continuous. That is, you know, even if there is a specialist that came, then the people on the ground are still actively looking, and it's not just it's all of them who are actually very
looking, and it might be the service prévention, and these are really like 200 eyes on the street, and they are permanently talking, and so even the diagnosis is never finished. So all these tools are like only putting extra. And so what we did, for instance, with Muppet in Brussels, we did a work together with the Services Communaux, joining with Muppet 5, 6, 7 Services Communaux. We make a map. We made 3 Muppet maps. We combine them in one summary map, and then the summary map is shown to the citizens, and we are asking the citizens to actually see if what they read there is correct, and if they have other suggestions. So we are doing preparatory work with Services Communaux, who extends then to citizens, and to actually facilitate this dialogue, this more hybrid approach. Yeah. Sorry, I don't know. I understand well because I don't know. Is only one project, and you don't use it yet. You don't experimenting this project because I don't see any picture with mapping in the street, for example. Mapping in the street? Or this project in the street, or I don't know. I see only this design and not the picture in action, no? For instance, these were pictures of actions. Yes, but only for one, not for everyone. Everyone is already in function. Well, I have hundreds of pictures more, but we have a limited time. Okay. Okay. But it is a picture. I mean, it really happened. I can assure you, it really happened, and there were 190,000 whistles. So. I want to know is you have many idea and you use only one project. Well, I have interactive swings. I have musical swings. I have other interactive projects, but I show you those that I think are most closely related to a diagnosis and to the idea of, I had to make a selection, and for me this idea, I think the projects that I showed are about this like governments versus citizen, and shows sometimes in an embryonic state, but show some opportunity of collaboration. Okay, and what do you do to convoking the people to come in to do this? Well, it's like the ludicness is a tactic, to have to offer them something, offer them playfulness, offer them like a game, and if they win. If they won, then the local government paid for a party, a neighborhood party. There was some carrots. Okay. Dans le déroulé du jeu, à la fin, tu parles du risque, justement que c'est une étape importante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Justement, de voir pourquoi est-ce que, pour toi, ou en tout cas dans ce projet, peut-être que cette notion de risque, après toutes les informations que vous avez reçues, était structurante. En quoi est-ce qu'elle a modifié peut-être le projet, la manière de... Je pense que it's when you this is about the Muppet, it's not really about this game, the Sparrow game, but in Muppet you see that sometimes people are too much consensus based. So they once they have a nice team dynamic, they don't want to break the team dynamic by being critical to what the team has produced. And in my experience, it can be sometimes really helpful to create these frictions and to sometimes play the devil's advocates.
And you know, we're not the first. There's like this in this thing of 6 hats, where you have the green hat. There's also, I don't know if somebody knows it, but there's also the black hat, the criticaster, the person who says that it's really doesn't make any sense, and then everyone is actually triggered to think harder or to be more clear about some things. Because sometimes when in my experience, when for instance the bomb was placed, this helped everyone to articulate what actually the weaknesses, and then sometimes immediately solutions were created. Sometimes if you restrict people in to say, well, you can only come up with one option, but there are actually 2 options on the table, then you force people to find an option that is actually something that combines both, and to think deeper. And I think in participatory processes, in diagnosis, we're often not thinking deep enough. And so all these tools can help to flesh out, Oui, c'est plutôt une remarque comparative par rapport à la précédente intervention. Il me semble qu'il y a une dimension communautaire, c'est-à-dire de construire un collectif avant même de se poser la question de comment ça pourrait faire diagnostic. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné la présentation que vous faites. Et en tout cas, pour moi, ça pose cette question que, a priori, le diagnostic, si on ne déconstruit pas l'ordre du politique dont il est vecteur, c'est-à-dire les collectifs qu'il impose de lui-même, les périmètres territoriaux, le domaine de compétences et les prérogatives, c'est-à-dire si on ne se pose pas la question de quels seraient les nouveaux collectifs légitimes, qu'est-ce qui leur ferait commun, et du coup, sur cette base-là, comment ils auraient des choses à partager, par quel jeu, par quel véhicule, ils pourraient produire quelque chose ensemble. Il me semble qu'on rate une étape, qu'on grille une étape dans l'ordre du politique aujourd'hui. Donc il y a une dimension communautaire, je ne sais pas, en tout cas commune, bâtir du commun ou faire du commun, voilà, qui me semble assez essentiel aujourd'hui sur les questions diagnostiques. Ça peut marcher pour la palette, hein, t'inquiète pas. C'est d'ailleurs ce qui est revendiqué par Patrick Bouchain. Enfin, il parle beaucoup de ça. Mais par bien d'autres aussi. Oui, oui, mais sais que vous avez non, mais tendance, parce qu'on les en parlait architectes, tout à l'heure, alors je me suis dit que Vous avez des fétiches en architecture. Oui. ça fait résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais peut-être proposer à Thibaut, comme la thématique est assez proche, de venir. Tu veux venir ici? Fais comme tu veux, mais... C'est très proche et ça permettra aussi peut-être de discuter un petit peu, oui, justement, parce que sur le risque n'est pas mobilisé de la même Attends, manière. je te laisse ma place. Et donc du coup, moi je vais vous présenter aussi une expérience de jeu sérieux qui a été faite donc, dans un cadre un peu différent, et puis je vais parler un petit peu de ces différents types de jeux sérieux aussi qui sont en train de se développer, ce genre de choses. Je vais le faire un petit peu différemment pour essayer de ne pas faire de doublons. Peut-être avant de commencer avec ça, simplement vous préciser que moi je suis architecte urbaniste. Si je me suis intéressé à ce genre de questions, c'est parce que c'était lié à une sorte de constat qui était un peu frustrant pendant les études d'archi, où on avait tendance à accorder beaucoup d'importance à l'image et peu à l'analyse, peu au fond, et à l'analyse particulièrement du contexte, d'une certaine manière, comment prendre en compte de manière plus fine le contexte social et spatial pour augmenter en tout cas les propositions ou la qualité des projets, ou même notre propre capacité à concevoir seul ou en équipe, et ainsi de suite. Et donc du coup à partir de là j'ai commencé à m'intéresser à la complexité, Edgar Morin, tout ce qui suit autour de ça. Donc voilà l'héritage un petit peu à partir duquel j'ai commencé à travailler en tant qu'architecte urbaniste pendant 3 ans dans une agence Interland. Dans une agence donc Interland à Lyon, qui est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est dans cette agence qu'on a produit en fait ce jeu-là. Et c'est ce témoignage-là que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, dans le sens où c'est une agence qui est dimensionnée pour répondre au diagnostic territorial. Donc eux, c'est ce à partir de quoi ils travaillent principalement. Après, il y a d'autres activités, mais typiquement, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, urbaine, territoriale, à différents niveaux. Donc voilà, je vais préciser ça un petit peu, mais simplement pour finir, donc sur ces 3 années-là, avec cette agence, il y avait les questions de pousser un petit peu les limites du diagnostic territorial tel qu'il est demandé,
avec beaucoup de participation et ainsi de suite, et aussi une volonté de s'orienter vers la recherche. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut développer des méthodes qui nous permettraient d'aller encore plus loin justement dans l'analyse urbaine, pour parler de manière générale, pour faire des propositions et ainsi de suite. Et ça m'a amené une année, enfin après 4 ans du coup, à commencer justement un doctorat sous la direction donc de Jacques Lévy et Vincent Kaufmann sur la mesure de l'urbanité. Donc une sorte d'objet de produire un indicateur assez rationnel, on va dire même très rationnel pour le coup, mais donc sur ces questions d'une substance urbaine, avec une approche complexe et une modélisation de la notion de lieu. Donc voilà pour le cadre un petit peu général de quel est le regard que je peux offrir et à partir duquel en fait je vous fais cette proposition-là. Pour ce jeu, donc c'est un jeu qui a été réalisé avec beaucoup de difficultés pour convaincre en fait les différentes personnes au sein de l'agence. Donc qui sont responsables de ça à l'époque, c'était mon chef de projet et puis le directeur de l'agence aussi directement. En fait, on s'est retrouvé dans une situation qui était décrite aussi tout à l'heure dans le cas suisse un petit peu. C'est en France, ils appellent ça un dialogue compétitif, et dans lequel on se retrouve avec 3 équipes mixtes qui intègrent des compétences en urbanisme pour faire une proposition, une analyse urbaine et territoriale. Et donc, il y a tout un processus de sélection qui fait qu'ils retiennent au final, dans ce cas-là, 3 équipes, et ces 3 équipes sont mises en compétition. Donc, le cadre, c'était la même journée avec une animation et une présentation des premiers constats, en fait, sur le territoire. Donc, sur cette présentation, on était tout à fait à l'aise parce que c'était le fonds de commerce vraiment de l'agence. C'est les habitudes de travail qui étaient développées avec souvent une équipe transdisciplinaire, avec des gens de Sciences Po, au moins un architecte, un urbaniste et un paysagiste. Voilà le cas classique, un petit peu, pour vous donner encore une vision un petit peu plus précise de ça. Et donc, dans cette situation-là, en fait, moi, j'ai pris l'initiative, justement, et puis je suis finalement arrivé à convaincre d'expérimenter non pas une concertation classique, comme avait l'habitude de le faire l'agence, de solliciter des gens à des horaires les plus ouverts, toute la difficulté d'attirer les bonnes personnes dont on parlait tout à l'heure, et ainsi de suite, qui étaient, pour le dire clairement, les tranches conditionnelles classiques qui participaient de l'offre pour pouvoir permettre à l'agence d'avoir en fait une offre un petit peu plus grosse que ce qui était proposé, en fait, ce genre de choses qui étaient activées partiellement, et puis il y avait des étapes, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était ces compétences-là, et donc du coup, on est arrivé à mettre en place ce jeu. Ce jeu, je l'ai conçu, on l'a produit, et on l'a testé en agence pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça prenait absolument pas. Donc c'était vraiment parce que en fait l'idée c'est pas tellement à travers ce jeu d'assumer un rôle, ce qui est le cas. Ça nous intéressait pas du tout. Ce qui nous intéressait à travers ce jeu, c'était d'acquérir des données sur le contexte social et spatial. Finalement, sur le site en question, on a parcouru, comme tout le font de nombreux architectes et urbanistes, Google Earth à l'époque, et on a fait une journée et demie de terrain avec des compétences très variées et concrètement très peu de temps. Donc finalement, la manière dont cet espace est vécu, donc ce territoire est vécu, on en avait très peu de connaissances et pourtant on se positionnait en tant qu'expert. Donc là-dessus, au sein de l'agence, on était tous d'accord pour dire que c'était insuffisant. Et par contre, comment est-ce qu'on peut aller au-delà, justement, c'était cette question-là. Et donc à travers justement ce jeu, l'idée c'était justement d'acquérir des données sur le contexte. On était dans un concours aussi, donc il y avait quand même cette notion de compétition. À un moment, on est là pour gagner le concours. Et ce qui a marqué les esprits au sein de l'agence, c'est que c'est la première fois où en fait on a gagné le concours par KO. C'est-à-dire qu'il y a une des agences qui a abandonné en cours de projet. Donc je vais revenir là-dessus parce qu'avec un regard un petit peu plus mûr sur cette situation, c'est des choses qui sont liées au débat. En fait, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'au-delà du jeu, au-delà de ce que nous on cherchait, on a produit un espace de débat. Et cet espace-là, il était nécessaire, il était souhaité. Et c'était il y a 5 ans, et je pense que c'est toujours vrai. En tout cas, l'importance de pouvoir discuter de concepts, l'importance justement de pouvoir différencier les concepts dont on parle. Et c'est ce à quoi je vais aboutir à la fin de la présentation. Bon, cette introduction est un petit peu longue pour vous dire qu'il y a aussi, depuis un cadre d'enseignement, se poser la question de si on a besoin de ces compétences finalement, ou en tout cas si on estime qu'elles sont utiles pour l'analyse urbaine, comment est-ce qu'on peut former des étudiants à le faire. Un espèce de risque qu'on a pris aussi pour tester ça, qui a des résultats très différents, mais très intéressants par ailleurs, que je ne vais pas développer aujourd'hui directement. Et pour dire aussi que donc Play the City, qui n'a pas pu venir ici, donc et Kim Tan,
qui est fondatrice de cette société, qui est ancienne doctorante de Yuval Portugali, donc aussi un penseur de la complexité, qui est associé à la fois à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv et de Delft, propose en fait ce genre de choses avec on va dire souvent une posture de résolution de problèmes, des choses qui sont très différentes et avec une richesse qui est bien supérieure à ce que je vous propose aujourd'hui, mais c'est plus pour avoir un panorama peut-être un peu plus large de situations dans lesquelles on peut mobiliser à la fois du présentiel et de l'asynchrone, finalement, des informations qui vont être complétées justement par Internet ou à différents types de temporalité. Donc voilà, avec dans ce cas-là, assumer une résolution de problème, qui est aussi un des enjeux. Est-ce que le jeu sérieux est là pour résoudre un problème ou pour ouvrir un espace de débat? Moi, ce que j'avais fait de mon côté, c'était plus ce débat-là, au final. Mais donc, du coup, enfin, voilà ce genre de questions. Donc, sur la base, en fait, ces travaux, ils s'inscrivent dans une longue série de travaux qui se sont faits déjà sur, on va dire, la construction de modèles communs, d'une certaine manière, qui, entre autres, les travaux d'Étienne sont particulièrement significatifs sur la modélisation d'accompagnement. Sur ces points-là, et puis plus récemment, justement, toutes ces démarches un petit peu de participation, justement, amenées à poser cette question de manière plus régulière et de plus en plus précise peut-être, mais de toute façon, c'est simplement qu'elle est beaucoup plus présente. Donc la manière dont moi je conçois le jeu sérieux, c'est produire cet espace d'expression, un espace d'échange, l'importance du langage à travers le matériel de jeu et la règle de jeu, qui permet de mettre les joueurs, les acteurs autour de la table au même niveau de communication. C'est-à-dire qu'on va tous avoir notre vocabulaire, on va tous porter une certaine vision, mais vous allez avoir en fait une règle qui va vous dire, à un moment ou à un autre, ce pion, il faut le poser ici. Et le sens que vous voulez donner à une action, tout le monde a le même langage finalement pour le transmettre, ce qui n'empêche pas que c'est complété par du langage verbal, par du langage corporel, qui est tout aussi important à relever, à noter et à tracer que les informations qui sont données sur la carte, que les informations qui sont données à travers le jeu. Mais ce langage-là permet quand même de rassurer aussi énormément l'ensemble des participants. C'est pas tout à fait simple quand on imagine qu'un architecte sait dessiner, de prendre le crayon face à un architecte. Donc voilà, en soi, les architectes savent pas dessiner mieux que les autres, mais c'est ce genre de représentation en fait qui est en jeu. L'idée, c'est d'essayer de briser le plus possible de barrières pour pouvoir communiquer le plus facilement. Et donc, du coup, l'objectif de ce genre de démarche, c'est vraiment cette notion de contexte social et spatial. Comment est-ce que rapidement on peut entrer en matière, comment est-ce qu'on peut avoir des informations autour de ça, et développer une prospective. Et cette prospective, comme tu l'as souligné tout à l'heure, elle se fait pas, en fait, en tout cas, le projet ne va pas se faire en une étape. À la fin d'une étape, on va avoir une sorte de contrat, quelque chose qui est vraiment significatif pour l'ensemble en fait, des participants. Et puis c'est la récurrence qui va faire qu'on va pouvoir avancer sur des bases solides. Donc souvent, ça prend plus de temps qu'un projet qui va pouvoir être peut-être plus directif d'une certaine manière. Mais par contre, les forces en présence sont... les réticences sont beaucoup plus contenues, beaucoup plus ponctuelles. En fait, les points de blocage sont anticipés d'une certaine manière parce qu'ils ont un espace où s'exprimer. Donc l'objectif pour pouvoir faciliter cette communication, c'est forcément un cadre clair, quelque chose de rassurant, une transparence des hypothèses, une transparence de la règle, de la méthode qui est dite, redite, avec un support qui l'explicite également, et veiller au contexte d'interaction, au contexte donc humain, on va dire, sur l'ergonomie. Et le contexte implique à la fois la salle, la pièce, l'atmosphère, à la fois le jeu, la qualité du matériel. Plus vous allez avoir une pièce qui est lourde à manipuler, plus vous allez réfléchir avant de la poser. Typiquement, vous avez tous joué avec un jeu d'échecs en plastique, un jeu d'échecs en bois qui est lesté. C'est cette idée-là, de la même manière, plus le matériel va être cheap d'une certaine manière, plus vous allez justement l'utiliser de manière pas irréfléchie, mais accorder moins d'attention à ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cas-là, il faut jouer sur les deux niveaux. C'est-à-dire que pendant le jeu, il y a des étapes sur lesquelles on veut des informations qui sont importantes. On va dire simplement des choses qui sont liées aux spatialités, à l'usage, ce genre de choses. Et là, il nous faut l'attention en fait, des participants. Mais cette attention, on ne peut pas l'avoir pendant 3 heures, pendant 4 heures. Donc il faut aussi prévoir des étapes de jeu dans lesquelles en fait, on relâche l'attention. Et donc du coup, qui vont être une sorte de petit défouloir. Et en fait, c'est cette espèce de rythme qui participe aussi au contexte d'interaction et qui fait partie de la conception du jeu. C'est ce genre de choses qui
qui est importante à prendre en compte justement pour éviter de s'épuiser à ce genre de pratique, parce que c'est vraiment c'est très exigeant d'apprendre un nouveau langage, de le mettre en œuvre, de se confronter aux autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout l'intérêt, en tout cas, moi, ce que je suis parti avec cette hypothèse-là, et j'ai pu le vérifier sur cette petite expérience-là, c'était de mettre justement différents types de savoirs, en fait, au même niveau. Et ça a été particulièrement intéressant. L'objet, c'est vraiment d'arriver à comprendre une situation et de faciliter l'action sur cette situation-là. Alors, faciliter l'action, je ne l'ai pas abordé avec la question du risque, par exemple, parce que c'est un point qui est important. On est parti un petit peu à l'inverse. On est parti, en fait, de calques techniques assez classiques sur l'inondation, sur beaucoup de contraintes qui étaient liées à l'environnement, sur la pollution des sols et tout ça. Et en fait, le jeu, petit à petit, masquait ces couches-là pour amener à des questions qui étaient autres. Donc finalement, ce risque, petit à petit, on montrait qu'on le prenait au sérieux, parce on doit le prendre au sérieux, et pour autant, on doit poser d'autres questions. Ces autres questions, c'est lié au débat, ça va être lié justement aux différents types de concepts. Ça, je vais y arriver tout de suite après. Mais ce qui est intéressant aussi à relever, c'est la notion de conflit, qui est lié, donc que tu souhaites faire émerger à travers le risque, de ce que j'ai compris tout à l'heure. Nous, dans notre cas, en fait, on voulait l'éviter dans une pratique de concours. Et on voulait l'éviter, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même invité nos concurrents à la table. C'est-à-dire qu'il y avait les deux autres équipes d'architectes, en fait, et d'urbanistes sont venus participer au jeu. Il y avait une personne de notre agence, et puis il y a une dizaine de joueurs, en fait, qui étaient membres du jury, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, dans cette situation-là, les urbanistes qui auraient eu intérêt à saper notre proposition, en fait, n'ont pas pu le faire parce que collectivement, il y a une sorte de choses qui se disent pas de la même manière. On a eu des informations sur des verrous personnels, sur des pièces urbaines avec un intérêt personnel qui peuvent pas se dire ou difficilement se dire, mais qui impliquent un détournement de langage, un détournement d'usage du jeu, de la règle, et qui n'est pas acceptable collectivement. Et donc, quand je disais tout à l'heure que finalement ce type de projet permet en fait de désamorcer beaucoup de problèmes à venir, c'est que sur la base de cette réunion-là, à la fin, donc l'animation devait durer une demi-heure, elle a duré 2h30, et donc la dernière équipe qui devait présenter a abandonné. Mais à la fin de cette réunion-là, en fait, on avait tous les éléments pour aller ensuite, pour avancer vers une analyse plus fine, une analyse et un pré-projet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est en ça où ça ne veut pas dire que dans le temps, il n'y a pas des problèmes qui peuvent se passer, comme je sais que ça a été le cas dans d'autres situations. À un moment, quelqu'un va revenir sur son avis, parce qu'un jour, il pense une chose, et puis le lendemain, il pense autre chose. Mais quand collectivement, ça a été validé, ça nécessite quand même un argument et un investissement beaucoup plus fort pour faire machine arrière. Donc cette espèce d'accord tacite qui est produit donc, par la discussion et par le compte-rendu, parce que c'est aussi un objet qui est très intéressant, un compte-rendu qui permet à la fois en fait aux participants au sein de nous, qui nous a permis de communiquer avec nos collaborateurs en fait, parce qu'il y a des dessinateurs, il y a des gens qui vont travailler dessus que quelques jours et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là en fait ils ont rapidement en fait une sorte de vision globale. Pour les élus, ça leur a permis justement aussi de valider ce compte-rendu. Et là vous avez l'ensemble du compte-rendu en fait. Donc c'est pas 10 pages à lire ou ce genre de choses. Il y a peu d'éléments. Dans le fond, c'est pas une démarche qui nous permet d'agréger beaucoup d'informations, mais par contre, elle permet de les agréger de manière durable, d'une certaine manière, de manière pérenne plutôt. Donc cet objet intermédiaire a en tout cas la possibilité nous a permis d'avoir des informations sur le contexte qui nous ont permis d'aller plus loin dans l'analyse. Maintenant, je voudrais préciser justement ce que ce type de démarche, à mon sens, peut amener au diagnostic urbain et territorial, dans le sens où la question du diagnostic, à l'époque, l'agence se posait déjà, donc l'agence Interland en question, se posait déjà la question de comment le faire évoluer, comment finalement aller plus loin que ce qu'on nous demandait, comment être plus efficace que ça. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure à travers les différentes tranches complémentaires sur la participation et tout ce qui suit autour de ça. Donc ça, il y a différents constats qu'on a fait à plusieurs reprises durant durant cette première journée. La question des acteurs, la grande quantité d'acteurs donc qui participent justement aussi à augmenter la complexité, le fait que les limites
de ce qu'on appelle territoire, ce qu'on va appeler ville, ce qu'on va appeler quartier, ou d'un lieu, comme moi je le traite dans ma thèse, c'est des constructions complexes. C'est des choses qui évoluent dans le temps, c'est des choses qui sont moins figées qu'une ligne administrative telle qu'elle avait pu avoir du sens. Et elle en a toujours, mais elle en a pas. Elle en a pas. Il y a certaines dimensions dans lesquelles elle a perdu du sens, en tout cas pour les spatialités, et d'autres types de choses. Et donc l'idée, c'est de voir avec ça autour des enjeux urbains qui émergent et qui vont continuer d'émerger, parce que la ville va encore porter d'autres types. Aujourd'hui, c'est le développement durable, où on a parlé d'égalité, on a parlé de spécificité à un moment. Dans 10 ans, ce sera d'autres enjeux encore qui vont émerger, et ainsi de suite. Des questions vont sans cesse se renouveler. Mais du coup, ce qui me semble intéressant, c'est que, en fait, à travers ce jeu sérieux, ça peut être une contribution à discuter des concepts faibles. Je vais juste m'arrêter là-dessus un petit peu pour vous soumettre cette idée qui est issue justement des travaux de Jacques Lévy, sur la relation, on va dire, entre un concept qui va être fort dans le sens où c'est quelque chose que l'on peut résoudre. Donc typiquement, en diagnostic urbain, on faisait appel à une agence d'ingénieurs en déplacement pour des problèmes justement de quantification de véhicules à 20, 30 ans, ce genre de choses. Là, on a un problème. Et on a les outils cognitifs pour pouvoir commencer à entrer en matière avec ce problème. Dire qu'on peut faire la prospective à 30 ans, tout à fait. Enfin, même si entre nous, on peut se le dire vis-à-vis des élus, c'est difficilement défendable, mais parce qu'il y a toujours le côté du modèle et du cas particulier. Mais on a quand même des outils qui sont robustes pour avancer dans ce sens-là. Pour ce qui est du développement durable, par exemple, c'est nettement moins le cas. Et ça relève du concept faible, justement. Et il n'est pas faible parce qu'il est moins important que le concept fort, il est faible parce qu'il est plus important, mais que la conceptualisation est moins robuste. C'est-à-dire qu'on a besoin de définir entre nous, pour Rion Sud, dans le cas en question, qu'est-ce que le développement durable pour vous, pour eux, à ce moment-là. Et donc, du coup, à travers cette méthode-là, c'est pas de se dire qu'à un moment ou un autre, sur les 3 piliers, il y en a un qui est le plus intéressant, ou sur d'autres types, sur les SWOT, ça va être l'un ou l'autre qui est le plus intéressant. L'idée, c'est vraiment de voir pour ces acteurs-là, donc avec cette méthode, quelle va être la spécificité de ce contexte, de cette société civile à ce moment-là, dans cette situation-là. Donc voilà, c'est en ça où cet espace finalement, donc moi je le comprends aujourd'hui comme une production d'espace pour le débat qui favorise la mise au débat, la mise en question des valeurs, la mise en question des concepts et particulièrement des concepts faibles. Je ne pense pas que ça soit approprié, en tout cas pas sur cette méthode exactement pour les concepts forts, donc approprié pour les concepts faibles. Et à mon sens, ça permet d'avancer sur différents types de problématiques temporelles, sur du temps court, du moyen, et puis de voir justement si une telle démarche faite de manière récurrente avec des acteurs qui sont différents pose d'autres types de problèmes. Et c'est là où Kim Tan est allée beaucoup plus loin que ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est dommage qu'elle puisse pas l'amener parce qu'elle a déjà mené des projets sur un temps beaucoup plus long. Donc ça serait tout à fait intéressant. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur partage d'informations synchrone, en présence et asynchrone, donc en jouant sur les deux. Je vais simplement m'arrêter là. C'est les 2 travaux que j'ai cités tout à l'heure, rapidement. Et pour ce qui est de l'enseignement, enfin voilà, pour parler de cette expérience-là, je pense que c'est pas approprié, mais si ça vous intéresse, j'ai aussi des compléments pour vous montrer un peu ce qu'on expérimente en ce moment. Donc voilà, merci. Merci. Alors, peut-être ce que je vous propose, c'est que Jean-Nicolas Fauchil intervienne tout de suite et on fait un débat groupé. Comme ça. Oui, ça vous va? Merci. Je peux aussi faire très long, mais je pense que c'est mieux, bref. Oui. Tu m'as mis un dossier corrompu. Non, non, Ah non. c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est lequel, ça? Ouais. Tu m'as mis 3 documents. Ouais, j'ai vu. Fais ça. Ça a été un enfer. Mais c'est bien.
Comme ça, j'ai eu le temps. Alors, c'était quoi, diaporama Démarrer, voilà. Je prends le micro. Pardon. J'aurais voulu l'éteindre, d'ailleurs. J'aurais dû mettre un noir pour démarrer, c'est pas grave. J'ai pas de moyen de vous réveiller d'un coup, en après-midi, mais simplement... pardon, j'ai besoin de ma feuille. Là, voilà, celle où il y a le stylo dessus. Oui, je repensais à quelques phrases qui avaient été dites depuis ce matin. Je pensais à Madame Roussel qui disait qu'il y avait quand même une grande différence entre le diagnostic et les préconisations. Et c'est typiquement ce type de problème qui, moi, m'a permis d'avancer qui m'a en tout cas poussé à mener des recherches parce que justement, j'avais l'impression, plus que l'impression, c'est-à-dire que je me retrouvais avec des diagnostics qui clairement portaient des préconisations. Et je vais simplement donner un exemple. Le cas, il porte sur, ça pourrait être n'importe quel terrain, hein, mais en l'occurrence, c'est la carte des hôpitaux en Suisse, la carte hospitalière suisse. Donc, la carte hospitalière suisse, c'est assez simple. Vous avez 300 hôpitaux en Suisse. Et puis, il y a eu un diagnostic qui a été demandé à un bureau d'études qui a quasiment le monopole hein, sur ce type de questions, et qui a répondu, la réponse du diagnostic, c'est il y a 300 hôpitaux, mais 50 hôpitaux, ça suffit. Et donc, comment on devait comprendre cette phrase? C'est-à-dire que la réponse du diagnostic, c'est 50 hôpitaux, ça suffit. Alors d'abord, ça suffit pourquoi? Pour soigner de la même façon, au même coût. C'est quoi les implicites là? Et si ça suffit, ça veut dire qu'il faut le faire? De la façon dont c'est présenté, naturellement, oui, il faudrait le faire. On se dit que ça coûterait moins cher. Je peux vous garantir aujourd'hui que mettre 50 hôpitaux en Suisse et soigner tout le monde, ça coûte beaucoup plus cher qu'en avoir 300 dans les structures actuelles. Parce que les économies d'échelle, elles marchent jusqu'à un certain point, mais après, il y a des économies d'échelle. Donc, c'est assez amusant de voir que même cette solution-là, elle tenait pas bien, quoi. Et je me suis dit, mais finalement, ce matin, j'avais le sentiment aussi qu'il y avait comme un moment, une forme de lutte inévitable entre des producteurs de connaissances très techniques et puis l'habitant citoyen qui, à un moment, il faut faire le diagnostic pour lui parce qu'il n'a pas les outils, il n'a pas la formation, il ne peut pas comprendre de quoi on parle. Et ce qui m'ennuie d'autant plus, c'est que quand on fait un diagnostic, j'ai du mal, moi, à m'imaginer qu'il n'y ait pas du politique dans la construction même du diagnostic. Bon. Je pense qu'on est nombreux à penser ça, mais... donc, je vais juste décrire un dispositif qui a été un peu long à faire, mais enfin, bon, qui fonctionne. Imaginez que vous ayez, alors c'est un canton, alors c'est pas un département en France, mais bon, un canton suisse dont je n'ai pas le droit de dire le nom contractuellement, puisque les données, c'est des données de santé et que je suis censé garder l'anonymat, et donc même la forme, vous ne reconnaîtrez pas où est-ce que ça se trouve. Et donc vous avez un canton existant avec c'est très simple, c'est les densités de population, hein, les couleurs que vous voyez là. Et puis moi, il s'agit de savoir comment on va répartir les hôpitaux. Donc c'est un problème de justice distributive, hein, qui est un des problèmes de justice, il y en a d'autres, mais c'est de la justice distributive, comment on se partage les choses. Et quand on mène des entretiens avec des personnes en leur demandant comment vous voulez qu'on partage les choses, ils vous répondent très facilement, avec des niveaux de langage différents, mais ils vous répondent très facilement. Et ma question, c'était, est-ce que finalement, si on leur donne les outils techniques, c'est-à-dire s'ils ont les mêmes bases techniques qu'on pourrait donner à un décideur politique, s'ils ont exactement les mêmes bases techniques, est-ce qu'ils sont capables de produire la carte que eux, ils trouveraient juste? Et en fait, ils produisent tout à fait des cartes qui correspondent à leur discours.
Alors, je ne vais pas faire un historique des théories de la justice, mais disons que je vais en prendre trois grandes, disons. On va dire les utilitaristes vont s'intéresser à ce que le temps d'accès moyen à l'hôpital, il baisse. Si pour certains, ça coûte cher pour certains, c'est-à-dire si le coût, si le prix, c'est le sacrifice de quelques-uns, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que la moyenne, elle soit meilleure. Ben, les utilitaristes, ils vous produisent une carte utilitariste et vous en avez une. Voilà. Ça, c'est la carte d'un utilitariste. Et elle est optimale. C'est-à-dire qu'au regard des critères de moyenne, la moyenne qui est là-haut, ce critère, il ne peut pas être amélioré. Il a fait une carte optimale du point de vue utilitariste. On pourrait très bien se dire que c'est son diagnostic à lui. Hein. C'est le diagnostic d'un utilitariste et ça marche très bien. Et les données, c'est aussi des données vraies avec des bases de données. C'est construit de la même façon. Si on prend quelqu'un qui est au contraire qui est très égalitariste, c'est-à-dire que c'est pas tellement la moyenne hein, qui va regarder. L'égalitariste, il veut qu'il n'y ait pas tellement d'écart entre les gens. C'est-à-dire qu'il veut que la dispersion autour de la moyenne soit le plus bas possible. Et donc, en fait, ça s'appelle faire tendre l'écart type vers zéro. Et bien, quand on est égalitariste, si on veut faire tendre l'écart type vers zéro, alors le CHU, je vous montre où est-ce que ça le place. Si j'arrive à... Ça le place pas du tout en zone urbaine. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la solution mathématique de l'égalitarisme dans l'espace, hein, dans une distribution comme ça aléatoire, en fait, la vraie solution, c'est l'infini. Seulement là, on a mis la limite. Hein. On l'a laissé dans le territoire quand même, on a été poli. Mais en fait, si on veut vraiment un hôpital extrêmement égalitaire en termes de distance d'accès, c'est l'infini. Hein. Ça, c'est sûr, c'est le plus égal pour tous. Il faut qu'il soit très loin pour tout le monde et c'est mathématiquement inattaquable. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que aussi, on peut se rendre compte, on peut se dire, ah, je porte un discours égalitariste, mais il faut quand même que je fasse attention parce que je le veux vraiment là, ce CHU. C'est vraiment ça que je veux. Donc, bon, il y a aussi des ajustements. Hein. Mais on a quand même, je vais remontrer donc une carte utilitariste. J'ai dit que je ferais court, je ne vais même pas faire la troisième hypothèse qui est John Rawls, mais si, je ferai un John Rawls entre les deux alors. Donc voilà, une carte égalitariste, ça donne ça. Donc il y a le CHU qui est complètement excentré, et en fait, si on rentre dans le détail des différentes structures, les endroits les plus denses sont absolument les moins bien dotés, en fait. Hein. Donc, au fond, il pourrait très bien dire, alors on pourrait faire la somme, cette personne-là pourrait dire, de mon point de vue égalitariste, moi j'ai eu toutes les données, vous n'avez pas à connaître les données parce que moi je suis un technicien, je connais les données, et moi je peux vous dire qu'il faut, sur ce canton, il faudrait faire le total, 48 hôpitaux. 48 hôpitaux, c'est assez. Voilà. C'est-à-dire que de la même façon, quelqu'un pourrait l'assumer. Donc, mon problème, c'est simplement de dire, faisons très attention avec le diagnostic, parce qu'il est forcément porteur de valeur. Enfin, je veux dire, les indicateurs qu'on veut bien regarder font que on ne produit pas du tout le même diagnostic. Donc, bien sûr, on pourrait imaginer, moi j'en suis pas à vous parler de vote électronique ou encore que on pourrait l'imaginer. Hein. On le met en ligne, chacun fait la carte qu'il veut et on regarde les cartes que ça fait. Hein. Moi je me limite à des entretiens semi-directifs. Dire quand on arrive à quelques dizaines, dans mon cas une cinquantaine, on a 50 cartes, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais encore une fois, il n'y a pas une carte qui est plus légitime, parce qu'on a beaucoup parlé de légitimité ce matin, il n'y a pas une carte qui est plus légitime que l'autre. Disons que si cet expert qui a dit que 50 hôpitaux c'était assez, sur une base qui est, c'est aucune des cartes là, lui ce qu'il a voulu faire c'est pas regarder les distances, c'est le moins cher possible, et qui n'est pas vrai en plus, mais bon, c'est pas grave. Mais disons que en termes de légitimité, soit on dit, ce qu'a dit l'expert, 50 hôpitaux, c'est assez, c'est légitime, et alors toutes ces cartes sont légitimes,
autant l'utilitariste que l'égalitariste. Soit le point de vue, soit ces points de vue-là, on considère que c'est des points de vue particuliers d'un individu lambda et qu'on n'a pas à le prendre en compte. Mais à ce moment-là, où est la légitimité de la personne qui officiellement a produit ce diagnostic? C'est-à-dire, en quoi l'un est plus légitime que l'autre? Et moi, ça me pose un sérieux problème parce que moi, je l'ai faite, ma carte. Hein. C'est difficile, hein, d'ailleurs, parce que je suis clairement pas égalitariste, mais je suis pas un utilitariste parfait. Et je suis plutôt à tendance rawlsienne, oui, bon, mais pas parfait non plus. Voilà, Rawls, je vais quand même montrer le dernier, comme ça on aura fait le tour quand même de 3 grands cas. Mais l'idée de Rawls, hein, ce serait, je le transfère à la carte hospitalière. Il y a 2 principes. C'est qu'on essaye d'avoir le meilleur accès pour tous et qu'on a le droit de faire un effort, en quelque sorte, une forme de discrimination positive, quoi. On a le droit de faire une différence pour aider ceux qui sont vraiment les plus éloignés dans ce cas-là, ou les plus démunis, on va dire. Parce qu'on pourrait encore questionner, hein, est-ce que les plus éloignés, c'est les plus démunis? Il y en a beaucoup qui ont choisi d'être éloignés. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu le choix, donc c'est une autre question. Enfin, voilà, je ne vais pas être plus bavard, j'avais dit que je ne serais pas bavard. Ça va? Je suis encore dans les temps. Voilà, simplement vous dire que alors c'est beaucoup moins ludique du point de vue, c'est juste un modèle, hein, c'est pas. Donc je sais pas jusqu'à quel point les personnes qui ont utilisé ce modèle se sont amusées. Certains, je sais, oui, étaient en tout cas satisfaites parce qu'elles se croyaient pas capables de produire une carte hospitalière. Et d'un coup, elles produisent une carte hospitalière, donc elles étaient au moins satisfaites. Mais c'est une autre façon, disons, oui, de donner des outils à des habitants et de voir qu'en fait, ils sont tout à fait capables de tenir un discours politique sensé, pour peu qu'ils aient les informations déjà. Et souvent, ils les ont pas. Donc, bon. Et ça t'étonne? Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que Emmanuel Roux est parti, mais je sais que c'est une de ces questions. Il dit, non seulement on a des diagnostics très nombreux qui se superposent, on en a des masses considérables, mais on a aussi un effort à faire pour rendre ces documents accessibles. Ça ne veut pas dire les vulgariser. Hein. Ça ne veut pas dire les vulgariser. Parce que ça, j'aime pas cette idée. Mais les rendre accessibles, quand même, c'est un enjeu, non? Non, mais c'est pas ça. Moi, Ouais. Ce qui me stupéfie, c'est qu'on se pose la question de la capacité ou de l'incapacité des habitants à penser leur territoire. Mais oui, donc on fait la démonstration de choses que Aristote décrivait déjà. Plus on est nombreux, plus on a l'intelligence, plus on a la légitimité. D'où vient cette modernité qui a petit à petit arraché à l'habitant sa capacité à pouvoir s'autonomiser, faire du politique et construire son propre devenir. Moi, c'est ça qui m'interpelle dans les diagnostics et les outils d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez me trouver très chiant avec mes histoires de savoir, mais la question des savoirs, elle est déterminante là-dedans. Parce que c'est elle qui crée toutes les distances, c'est elle qui nous arrache. Alors c'est par elle qu'il faut revenir dans le jeu. Mais au bout du bout, ce que tu dis est magistral, mais comment on en est arrivé là, collectivement? Et moi le premier, à parler au nom d'eux, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la chose. Parce qu'on parle au nom d'eux, du coup. On s'exprime à la place. Il ne s'agit pas de vulgariser ou de sensibiliser. Les gens, ont, comment dire, par des trajectoires et des formes de vie, ont pas plus légitimité. Ils ne l'ont pas, ça c'est clair. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas l'avoir. Ils ne l'ont pas par l'ordre politique. Mais ils ont la conscience du monde. Ils habitent ce monde. Je peux quand même rajouter un mot. Il y a ce que permettent quand même c'est pour ça que je ne fais pas d'opposition avec la technique. Je trouve que la technique, elle est très utile. Ils ont une excellente compréhension de leur spatialité. Ils peuvent les décrire. Pourquoi je fais ça dans une journée? Pourquoi je me suis installé là-bas? Tout ça, ils peuvent. Mais c'est plus difficile. Ce que permettent les outils techniques, je donne un exemple très simple. Quand on leur dit, écoutez, je vous montre en fait, si on densifiait le territoire, s'il n'y avait plus que 7 villes, ben, tous les indicateurs s'amélioreraient. Alors que vous soyez égalitariste, utilitariste, en fait, ce serait mieux sur tous les indicateurs. Et ça, ils n'ont pas forcément le vécu de ça. Donc il y a aussi des avantages des outils. La modélisation, disons, elle permet de les mettre dans de se figurer une situation qui pourrait être complètement différente. Là, on leur demandait de placer des hôpitaux en fonction des gens, et là, on leur dit, bah, si on bougeait les gens?
Et en fait, on se rend compte que ce serait beaucoup plus simple pour gérer le problème des hôpitaux. Donc, c'est pour ça que je dénigre pas tout l'usage technique qu'on peut faire avec des études, hein, mais parce que justement, ça permet de faire quelques pas qu'on ne peut pas faire si on interroge juste quelle est la carte que vous voulez. On peut aussi leur dire, et si les gens bougeaient? Voilà, ça les implique aussi, donc c'est pas les nier hein, non plus. Mais ça, c'est aussi des outils que je trouve utiles et qui pourraient être mis plus facilement en œuvre, quoi. Ça nourrirait le débat. Ça nourrirait le débat, parce que l'idée, c'est pas de dire qu'une carte est meilleure que l'autre. Exactement. Oui, pour compléter aussi cette intervention-là, dans les droits culturels, c'est pareil. On re-questionne aussi les savoirs, comme le savoir descendant, la culture qui arrive en bas. Maintenant, c'est pareil. On replace aussi le savoir de chacun, des personnes qu'on est dans les droits culturels. Et j'ai l'impression qu'il y aurait un parallèle à faire aussi avec cette façon de regarder ça. Moi, je suis perturbée par le mot sérieux derrière jeu. Il m'a questionné parce que déjà tous les psychologues du développement disent que le jeu c'est sérieux, donc c'est un peu un pléonasme, c'est comme ça qu'on construit sa représentation du monde, mais c'est pas ça, c'est que est-ce qu'on casse pas quelque chose d'intéressant dans le jeu en le disant comme ça, puisque pour moi dans les vertus du jeu il y a aussi la vertu de questionner les postures, de questionner aussi le fait, à travers un diagnostic, justement, autour du jeu, on se retrouve dans une position où les cravates tombent un peu et où on peut tout d'un coup aussi s'exprimer autrement, en dehors aussi de sa fonction. Et en disant jeu sérieux, j'ai l'impression qu'on ferme aussi la possibilité de créer des outils qui vont s'approprier, dans lesquels on irait plus joyeusement, justement, travailler sérieusement. Mais c'est jamais présenté comme un jeu sérieux, mais ça relève plutôt d'une famille justement de pratiques qui s'appelle Serious Game et qui commence à structurer ce genre-là de manière suffisamment significative pour que voilà, il y ait eu cette traduction qui est pas très heureuse mais qui est acceptée. Donc c'est plus pour dire que c'est une pratique parmi un panel. Et d'ailleurs en termes de diversité, on en a eu un petit peu aussi d'autres exemples. Donc voilà, mais les acteurs ils viennent jouer tout le temps. Bien, en anglais. Ouais. Non, oui, c'est ça, mais je pense que c'est pas. Disons que. Enfin, j'interprète ce que tu viens de dire, pardon. C'est que, en fait, c'est pas une famille de jeux au sens du monde du jeu, c'est une famille d'activités, de dispositifs dans la production de connaissances. Hein. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un malentendu, parce qu'effectivement, et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on retrouve, on est très très proche, en fait, de tous les dispositifs de simulation de production de la connaissance, c'est-à-dire le fait de fabriquer un autre monde qui va nous permettre, par sa simplification, par sa mise en œuvre, la mise en œuvre plus facile de processus, d'action, la mise en mouvement de ce monde, parce qu'il est simple, obtenir le même genre de résultat que ce qu'on obtient en faisant soit de la modélisation, soit de l'expérimentation in vitro dans la recherche. Hein. Donc là, je trouve que l'exemple de Jean-Nicolas est très parlant sur le fait que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que ça a mis 2 ans. C'est-à-dire que pour que ça soit simple pour les habitants ordinaires et pour qu'ils puissent valoriser leur intelligence, leur connaissance, mais aussi leur intelligence sur des choses qu'ils ne connaissaient pas, en fait, il y a eu tout un travail à la fois d'analyse du système hospitalier suisse et puis de travail sur l'interface, de fabrication d'une interface, de telle sorte qu'ils puissent facilement gérer une masse de données considérable qui était très difficile à comprendre même pour les spécialistes, et que ça soit très simple pour eux. Hein, et donc, je trouve qu'il y a ce renversement. Pour que les choses soient simples pour les habitants, il faut que ça soit compliqué pour les chercheurs. La science simplifie le réel et complique la raison, a dit Bachelard.
Le micro. Je sais pas, il y a donc un développement algorithmique ou quelque chose comme ça derrière auquel on a transféré la compétence en fait. Non. Non. Quelque part si quand même, puisque en fait ce qui est difficile à expliquer c'est ça, c'est le travail qui a été mis pendant les 2 ans dans le modèle. Non, je crois, en tout cas c'est pas un algorithme qui produit des résultats. Enfin, c'est un algorithme évolutionnaire qui nous a permis en tout cas de construire les distances et les distances optimales. En fait, Involutionnaire, vous avez dit. Évolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait il annule les mauvaises solutions. C'est-à-dire que si quelqu'un veut une moyenne à moins de 20 minutes, il enlève tout ce qui n'est pas bon. Donc il fait que nettoyer, par itération. Oui, c'est tout. Il y a bien un outil, professionnel. Vous avez doté d'un outil professionnel les gens, donc vous les avez rendus professionnels en fait. Quelque part. Oui, on leur a donné les moyens, voilà. Mais j'allais dire, c'est un outil que je pourrais très bien donner à un décideur. Hein. C'est-à-dire, c'est simplement, c'est pas du tout vulgarisé au sens où ça simplifierait. Derrière, c'est simple. Hein, c'est 1 300 000 hospitalisations, une année d'hospitalisation en Suisse, donc codé sur 140 pathologies, sans compter les sous-pathologies en colonne. Donc ça commence à faire des données, quoi. Puis plus les distances, plus les coûts des hôpitaux, plus les structures des hôpitaux. Donc ça fait effectivement beaucoup de données. Mais on peut bien sûr que je peux expliquer comment ont été produites ces données. Ça c'est pas. Mais je crois pas que ce soit un enjeu dans le sens où ça aurait créé un biais. C'est-à-dire que j'ai pas du tout créé de biais qui empêcherait ou j'ai pas pris en tout cas de décision politique dans la construction même du modèle. Ça, vraiment, je serais pas d'accord d'entendre ça. Moi, je voudrais réagir au coup de gueule de Guillaume Faburel et je suis un peu hallucinée qu'on se dise ah oui, en fait, les autres gens à part nous, ils sont aussi intelligents. Enfin, ça paraît juste évident. Mais par contre, là, il y a quelque chose qui apparaît pas du tout. Où là, les gens, ils sont pas interrogés en tant qu'habitants parce qu'ils croient que c'est pas là où ils habitent. Donc, ils se prennent en externe. Et là, il n'y a pas ce truc de oui, je suis d'accord qu'on implante une prison dans, par exemple, dans le cas du village de mes parents. Oui, on n'est pas contre une prison, mais on la veut pas dans notre village. Et ce point-là, il est vraiment hyper fort dans pourquoi ça bloque dans les projets. Et puis là, il apparaît pas. Donc, on peut pas dire les habitants, en fait, oui, ils sont intelligents ou oui, bien sûr, tout le monde est capable d'analyser quelque chose. Il n'y a pas que nous, évidemment, mais par contre, quand on est impliqué personnellement, et ben on a toujours, mais aussi les élus, ils ont des intérêts personnels qui faussent les diagnostics, et tout le monde. Donc ça apparaît pas là-dedans, vu que c'est générique comme endroit. Oui, non. Oui, non. Eux, ils savent pas où ils habitent là-dedans, les gens qui t'ont interrogé. Oui, non. D'abord, il y a quand même des densités, donc ils peuvent reconnaître dans le type d'habitat dans lequel ils sont. Hein. C'est-à-dire tu reconnais à peu près, toi, à peu près dans quelle zone tu vas. Ouais, mais c'est pas pareil de le faire pour quelque part d'autre ou de le faire chez soi, ça n'a vraiment rien à voir. Je me suis posé la question, bon, j'avais pas le choix, hein. Contractuellement, il pouvait plus y avoir de toponymes, mais il y aurait même les toponymes, je suis pas sûr que vraiment il y aurait eu cette difficulté-là. Parce que on le voit déjà, sans les toponymes, il y a déjà hein, des choses qui apparaissent. Par exemple, je vais vous dire une chose, c'est s'il y a une chose que les gens veulent vraiment très près, c'est maternité. C'est comme ça. Et d'ailleurs plutôt plus de proximité pour les hommes en demandent plus que les femmes. C'est intéressant. Et donc ils veulent que ce soit très près. Et par contre, les hôpitaux psy, alors non, surtout si c'est loin, c'est bien. Hein. On n'a pas besoin que ce soit trop près, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même qu'ils ont déjà une expérience qui n'est pas liée, si tu veux, au fait qu'ils reconnaissent que c'est chez eux ou pas. C'est que quand même, ils peuvent dire quelque chose d'un service, quoi. Ouais, mais la personne qui vit dans un endroit faiblement dense et qui, du coup, va se retrouver par hasard à côté de là où on va mettre l'hôpital psychiatrique, et ben, d'un coup, elle va changer d'avis. Elle veut que ce soit aussi loin de chez elle, même si elle habite loin de là où il y a la densité de personnes. Et donc là, ça bloque quand même. Enfin, il y a quand même des groupes d'opposition au projet, etc. Oui, alors je ne veux pas rentrer trop dans... on pourrait discuter de théorie, hein, mais c'est le principe du voile d'ignorance aussi. Hein, c'est-à-dire qu'au fond,
si on crée un voile d'ignorance, ce qui fait que tu vas pas mettre en avant tout de suite ta situation personnelle, mais tu vas essayer de penser la société dans son ensemble et donner une réponse sociétale plutôt que d'intérêt personnel, donc d'intérêt général plutôt que d'intérêt personnel, bah, c'est une façon comme une autre d'avoir fabriqué un voile d'ignorance, en fait. C'est-à-dire que ça évite en même temps, si tu veux, je comprends que ça puisse être un biais, c'est aussi une qualité, c'est-à-dire que ça t'évite de regarder juste pour chez toi, parce que c'est bien, ces gens-là, si d'un coup je leur mets les toponymes, ben, ils vont être surpris. Mais en même temps, ben, ils ont eu le voile d'ignorance et ils ont essayé de penser pour la société ce qui serait bien. Donc ça les pousse un peu à penser pour tous. Donc de ce point de vue-là, je trouve aussi que c'est un avantage. Mais bien sûr, hein, il y a comment dire, une représentation, elle est jamais parfaite. Elle peut pas tout montrer. Elle est donc je repense, je sais pas, je repense à la question des cartes. Hein, c'est aussi la question des cartes, c'est-à-dire que c'est jamais exhaustif. C'est-à-dire que on peut avoir plein de cartes justes. C'est pas les mêmes, elles disent autre chose. Donc là, c'est la même chose sur un modèle. Il y a des choses qui rentrent pas, et puis mais on en gagne d'autres. Mais peut-être que celle qu'on perd, tu y es plus sensible. Moi, je suis très sensible au fait que ça oblige à avoir un voile d'ignorance et à penser pour la société dans son ensemble. Et toi, tu es plus sensible au fait que finalement, ils ont du mal à s'imaginer ce que ça va donner très près de chez eux, en fait. Bah, je suis plutôt sensible au fait que pourquoi on doit appeler ça un voile d'ignorance. Parce que par exemple, dans le village de mes parents, où il y a ce projet de prison, bah, il y a aussi plein de gens qui sont pas contre, qui se mettent pas contre le projet. Alors que évidemment, ça donne une moins-value à leur maison, évidemment, ils aimeraient bien que ce soit ailleurs, mais ils sont déjà dans cette vision de société sans avoir besoin du voile d'ignorance. Et d'autres, non. D'autres, Alors, tout à fait d'accord. Et comment Tout à fait d'accord que le voile d'ignorance est pas toujours nécessaire. Mais il y a, je trouve quand même qu'il y a une grande inégalité entre les individus de ce point de vue-là. Mais ça, c'est un avis pas forcément partagé, y compris encore sujet à discussion, même parmi les plus proches avec qui je travaille. Hein. Mais moi, je pense que c'est pas toujours le cas. Mais effectivement, il y a des personnes qui concilient très bien, qui sont capables de bien comprendre leur situation personnelle et de prendre une décision, même qui leur est défavorable à titre personnel, mais qui défend l'idée d'une société qu'ils veulent. Et donc, tant pis si pour eux, ça leur coûte un peu cher. Mais comment dire, cette vision très optimiste du citoyen, je la crois inégalement partagée. Mais bon, ça, c'est que mon point de vue. Et du coup, ça pourrait être intéressant de la reconnaître. Enfin, qu'il y a des personnes justement qui font des efforts dans une certaine. Enfin, ça s'applique à tout. Hein. Il y a des gens qui mangent moins de viande parce que la viande Oui. ça pollue. Enfin, mais c'est des faits objectifs, si on veut, je trouve. Il y a des gens qui sont comme ça et des gens qui sont pas comme ça. Et au-delà de utilitaristes, égalitaristes dans le jeu. J'ai jamais dit gentil méchant d'ailleurs. Hein. Tu as vu, il n'y avait pas de jugement de valeur. Non, hein. non, moi non plus, je pense pas. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire avec ça, avec le fait qu'il y a des personnes qui vont rester peut-être dans un certain moment, en tout cas, elles vont être campées sur leur position vis-à-vis seulement d'elles-mêmes. Je peux plus me garer, mais comment je vais faire et peut-être à un autre moment, enfin, disons, pour l'appliquer à ma pratique, j'ai remarqué qu'une fois qu'on a transformé l'espace public et qu'on se rend compte de ce qu'on gagne à ne plus pouvoir se garer là, et ben d'un coup, on n'a plus seulement la vision de ce qu'on perd si on a moins de place pour la voiture, mais on voit ce qu'on gagne et c'est un mini-exemple, mais ça peut peut-être être une piste aussi de comment passer à cette vision de société, je sais pas. Juste rajouter une chose dans votre échange bilatéral. Il y avait une tierce partie qui voulait. Ah pardon. Non, allez-y. Allez-y. Non, allez-y. Comment dire je crois qu'il y a effectivement une position morale à avoir vis-à-vis des habitants. En éclair, etc. Maintenant, moi, je reste persuadé que il nous faut nous interroger sur notre légitimité politique à attribuer des bons points sur le bon habitant, le mauvais habitant. Et le NIMBY lui-même est une construction du politique.
voilà, avec ma culture moraliste et naïve, c'est une construction de l'ordre du politique. C'est parce qu'on a refusé la parole que, forcément, il y a des constructions conflictuelles. C'est une notion qui est datée, qui vient de la sociologie normative, 1963 aux États-Unis. On suit sa trajectoire. Il y a une archéologie de cette chose-là. Ça veut dire que tous les gens sont ouverts au monde, qu'il n'y a pas des égoïsmes matérialisés et localisés, mais je crois sincèrement que tout ça est un fait du politique, fondamentalement. Et qu'il y a spontanément, non pas un amour de son prochain, je ne suis pas religieux pour un sou, mais néanmoins une portée au général du local. Il y a énormément de généralité dans le local, ça embraye énormément. Mais que toutes nos catégories-là ne perpétuent qu'un ordre du pouvoir. Voilà. Il faudrait, grosso modo, coloniser un peu, enfin, ou en tout cas, en instruction collective, essayer de former les consciences à un peu plus d'éveil, un peu plus de connaissances. Pour moi, c'est ça la culture du diag. La culture héritée du diagnostic. Et ça me semble un peu dangereux dans l'ère du politique aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi. Bah, moi, j'ai plutôt envie de croire à l'inverse, que la connaissance, justement, permet de s'ouvrir et d'avoir des échanges plus riches. Donc, je crois fondamentalement à l'intérêt de la connaissance avant l'action. Mais après, cette connaissance, c'est selon les projets, selon les territoires, selon plein de choses, elle ne sera pas recueillie de la même façon. Et je pense que l'association de tous au début des processus permet forcément un débat plus apaisé. Si les gens peuvent s'exprimer, ont aussi se mettre déjà d'accord sur, je dirais entre guillemets, une idée partagée d'un territoire, une idée partagée d'une politique. Après, il ne faut pas rêver, on ne sera jamais tous d'accord sur l'avenir. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on ne partage pas tous les mêmes envies et les mêmes désirs. Donc il y aura forcément toujours des conflits, toujours des différences. Mais moi, je crois justement que d'abord se mettre d'accord sur un diagnostic, sur une connaissance, sur quelque chose, eh ben, ça permet d'avancer ensemble. Et après, on peut porter des politiques, des projets. Mais d'où l'importance de faire des diagnostics partagés qui associent le maximum de monde dès le début de la démarche, pour déjà se dire, bah voilà, comment aujourd'hui est notre territoire, comment on le voit, comment on le perçoit, qu'est-ce qu'on en ressent. Après, quelle que soit l'approche, c'est une approche artistique, historique, sensible, psychologique, une approche plus technicienne, une approche plus si elle est partagée. Et puis après, forcément, par rapport aux actions. Et donc moi je pense que la connaissance, bah, évidemment la connaissance, elle est toujours dans un cadre avec un objectif. Donc forcément, avant, c'est un peu le biais que vous décrivez. Avant d'aller vers la connaissance, on pose toujours une question qui peut dévier, qui peut impliquer, qui peut affluer. Mais moi, je crois fortement à l'intérêt d'associer les parties dès le début dans une recherche de connaissances et après pour aller vers des projets. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Le seul truc, c'est que c'est totalement asymétrique. Nos cultures éducatives ne sont pas fondées là-dessus. On fait abstraction de 2 siècles d'éducation. Voilà. Moi, c'est ça où culturellement, on n'est pas égaux face au savoir. Ah non, mais entièrement d'accord. Mais du coup, ces véhicules techniques, artistiques, juridiques, etc., sont l'expression de l'ordre du pouvoir. Ce découpage disciplinaire, c'est bien une construction du politique. Donc, cette asymétrie de départ, il faut bien la sous-peser. Je ne dis pas qu'il faut absolument complètement faire table rase. Je n'en ai pas les pouvoirs et ce n'est pas du tout ma manière de penser. Mais si on n'en tient pas compte, se pose du coup la question, mais l'algorithme, il cache quelque chose, mais du coup la carte, elle biaise, elle oriente, vous conditionnez les consciences. Voilà, moi je pense qu'on devrait mettre ça en transparence. Nous ne sommes pas tous égaux d'entrée sur ces questions-là. Et les habitants ont 2 siècles de passifs où ils ont été rabattus sur des petits je ne sais quoi et des quant à soi. Voilà. Je suis désolé, il y a énormément de généralité dans leur discours. Je me tais. Il a raison. Non, j'avais juste une question à vous poser. Le moment de la connaissance pure serait forcément le premier. Alors, les 4, combien il y en a eu, tous les exposés de cet après-midi partaient sur une autre hypothèse, c'est que ce qui est premier, ça peut très bien être des attentes, des projets, des options donc totalement axiologiques qui ne sont pas de nature cognitive mais de nature éthico-politique. Et moi, il me semble que chacun des exposés a montré que c'était très utile pour les autres acteurs qui sont soit les professionnels, soit les politiques professionnels, les politiques instituées. Donc, moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose ce qui est premier, c'est de mettre dans le coup
les habitants tout de suite, mais pas forcément pour avoir un pur exercice de connaissance, c'est-à-dire savoir ce qu'ils veulent. Il me semble que ça, c'est une connaissance pour les autres qui est extrêmement importante. Et or, il me semble que tout ce qui a été dit cet après-midi, c'était ça. C'était que finalement, on en sait plus sur ce que les gens veulent. Oui, non, et c'est une sacrée information. Je me suis mal exprimée. Oui, je me suis mal exprimée. C'était plus que je réagissais par rapport à ce côté, on réagit en disant chacun a envie des choses. Et justement, pour c'est connaître leurs envies. Mais la connaissance, pour moi, c'était pas forcément une connaissance de territoire, c'est une connaissance générale qui passe par un partage, par une association de l'ensemble des personnes, quelle que soit cette connaissance. Ça peut être sur le territoire, ça peut être sur les envies, ça peut être sur des projets. C'était plus dans ce sens-là que je le voyais. Je voulais lever ce malentendu. Oui, je suis désolée. Non, merci. Oui, si, je veux bien. Je mets le micro quand même. Il me semble qu'il y a quelque chose de très important, parce que je réagis à ce que vous disiez, Monsieur Faburel, là. Vous avez dit qu'il y avait un besoin de politisation et que les gens, finalement, on s'était assis sur leur opinion pendant très longtemps. Moi, j'ai le sentiment que ça continue, et même de plus belle aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit un petit peu conscient de ce qui se passe. Si je vais prendre juste un exemple qui est celui... Enfin, est-ce que les gens ont un peu de pouvoir par rapport à leur environnement direct? C'est-à-dire ce qui se passe en bas de chez moi, qu'est-ce que je peux y faire? Alors, il y a sûrement des cas, des choses qui se passent et sur lesquelles on peut avoir une emprise quand même, hein, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai un exemple qui est très frappant, c'est celui de la publicité. La publicité s'impose à tout le monde partout, y compris quand elle est illégale. L'affichage publicitaire est extrêmement souvent illégal. Les écrans vidéo qu'on met aujourd'hui dans la rue, chacun d'entre eux, que ça commence dans la rue, hein, il y en a ici à La Défense, parce que c'est un espace privé, donc ils ont pu le mettre là, alors que pour l'instant, dans la loi sur l'affichage en France, c'est encore interdit. Il y en a dans la ville de Bruxelles. Chacun de ces écrans, les petits, hein, ceux qui sont dans le métro, consomment autant que 2 familles françaises en moyenne sur toute l'année. 2 familles françaises, ça fait à peu près une centaine de familles du Burkina Faso, si vous voulez. Hein. Et donc c'est un gaspillage absolument monstrueux. Et qu'est-ce qu'on met en face de ce matraquage permanent dans notre environnement, une occupation de l'espace visuel, etc. On met des prétendues vertus d'utilité pour l'économie et d'argent que ça rapporte. Or, si vous regardez les comptes de la RATP, vous voyez que la publicité rapporte moins de 2% du budget de fonctionnement. C'est-à-dire, si vous prenez le budget d'investissement en plus, c'est à peu près 1%. C'est-à-dire que même sans aucune publicité, ce que moi je défends pas personnellement, il y aurait la RATP serait toujours bénéficiaire. Donc voilà. Et donc c'est des réalités qui sont objectives. Ça m'a frappé d'autant plus que là récemment il y a eu une consultation lancée par la RATP, le métro de demain, le métro qu'on veut, je sais plus comment elle s'appelait. C'était un truc un peu ouvert comme ça, participatif. La première suggestion, celle qui a eu le plus de vote par les internautes, de suffrage, voilà, c'était plus de panneaux vidéo, plus d'écrans vidéo dans le métro. La deuxième, c'était plus de publicité du tout dans le métro. Donc les gens détestent ça, ils le disent, on les incite à le dire, et après ça, on s'assoit sur leur opinion de manière systématique. Donc c'est quand même saisissant. Hein. Et je pense que c'est un exemple, il y en aurait des centaines. Pardon, juste une anecdote. L'autre jour, dans une gare, il y avait un truc SNCF, donnez votre avis. Est-ce que vous êtes content? Il y avait un bouton vert, il fallait appuyer. Et à la place du bouton rouge pour dire vous n'êtes pas content, c'était connectez-vous sur le site internet, nanana. Et je vous jure, j'ai pris une photo. On ne pouvait même pas appuyer sur le bouton rouge. Il y avait Anna encore. Non. Alors, c'était juste une proposition de vocabulaire pour repérer cette piste dont j'ai parlé, le fait que pas tout le monde a la même facilité de mettre ensemble ce qu'il désire pour lui-même et ce qu'il désire pour la société. Voilà, on a produit 3 recherches sur la justice spatiale. Chacune avait une différente façon d'interpréter cette idée du voile d'ignorance, y compris pas de voile. Et dans toutes les recherches, on a repéré, donc on a aussi laissé les gens parler qu'en tant qu'habitants, demandant quand même qu'elle parle de la justice. Donc elle avait la consigne de politique et la consigne de parler du point de vue de l'habitant.
Et donc, dans toutes les recherches, donc on a, je vais les trois, il y a eu celle de Nicolas où les participants étaient en tant que décideurs, donc plutôt citoyens. Il y avait une où on demandait en France qu'est-ce que c'est une société juste, donc c'était en tant que citoyen, mais si les gens voulaient parler en tant qu'habitants, ils pouvaient aussi. Et après, dans ma thèse, j'ai demandé de parler d'injustice de l'espace dont la personne se sentait habitant. Donc c'était la personne qui choisissait l'espace, l'échelle et la matière et les thèmes, tout. Dans les trois, on a observé la même chose. Il y a une chose qu'on a appelée pour l'instant capacité éthique, qui définit ce que j'ai dit en premier lieu, la capacité d'articuler le projet individuel et le projet de société. Donc, la plupart d'entre nous ont une capacité éthique assez élevée. On ne fait pas des sacrifices pour reporter la vie qu'on juge éthique. Donc, il y a des gens qui ont plus de mal à faire ça. Cette observation, elle a une chose intéressante, c'est qu'elle ne se résume pas à la connaissance. Elle ne reproduit pas strictement une inégalité socio-économique. Donc, c'est encore un tout début d'explication de comment ça se produit. Mais on a quand même observé que la quantité d'expérience et le signe, positif ou négatif, d'expérience que les gens font de l'espace, que ça compte. Et c'est vrai que quand on va ouvrir, si on ouvre encore plus le participatif, c'est vrai que c'est un vrai enjeu de considérer que ça, c'est un fait et c'est quelque chose qui marque profondément nos sociétés en ce moment. Et voilà, donc c'était juste pour souligner. Sachant aussi qu'il y a toute une dimension qu'on n'a pas encore étudiée, peut-être qu'il y a des études, peut-être que vous le connaissez, qu'il y a peut-être aussi des choses qui viennent des orientations psychiques, qui ne sont pas juste des choses d'expérience, qui sont des traits de personnalité, qui sont des inclinaisons. Donc il y a tout un champ qui reste à explorer. Merci. Moi, c'est juste un mot. Contributif, ça me parle plus que participatif. Il y a une notion plus active, je trouve, dans la décision, dans contributif que participatif. Je voulais juste donner une autre, je dirais, approche de l'espace. C'est le problème qu'on rencontre en France avec l'habitat participatif. Et je vais dire, j'en ai pour preuve qu'il y a une loi, qui est la loi de 65, qui veille scrupuleusement aux droits individuels et surtout à la propriété privée. Et que on a beaucoup de difficultés à créer de l'habitat participatif parce qu'à la fois il y a une lourdeur des structures en réseau qui fait que, je vais dire, ce n'est pas facile. Pour un tas de raisons, y compris celle d'organismes et de la propriété. Il est très difficile de sortir, je dirais, de ce carcan. Et je me dis que si on pouvait développer par différents vecteurs l'habitat participatif en est un, mais on sent les lourdeurs. La participation qui est quand même pas énorme en France. Enfin, je veux dire, elle n'est pas si développée que ça. Hein. C'est par rapport à d'autres pays. Moi, j'ai travaillé un peu au Québec et bon, je m'y retrouve pas quand je reviens. Et, mais tout ça pour dire que est-ce qu'il y a, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a de la part des habitants, enfin, terme citoyens, enfin bon, des réticences parce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'il existe des réticences ou pas du tout, parce qu'on finit même par penser que parce qu'ils le font pas, c'est peut-être parce que ils n'ont pas l'habitude. Enfin, il y a comme une inertie, je dirais, par rapport à cette question. Mais j'arrive pas bien à la situer, voilà. Mais je trouve que c'est une bonne transition pour
la séance de demain matin qui va continuer parce qu'on va commencer justement à aborder peut-être de manière plus frontale cette question de la participation avec les interventions de Petra et de Joseph Maria Martin. Donc je ne sais pas s'il y a encore des commentaires. Oui. Juste terminer, c'est Bien sûr. qu'il y a à la fois ce côté-là, mais je pense aussi que, enfin ça, c'est pas un scoop hein, pour Jacques, c'est que effectivement, je pense qu'on a aussi à faire des avancées dans la connaissance territoriale. Moi, je persiste à penser que le monde complexe enfin voilà, me pose problème. Il y a des algorithmes, on va avancer, mais est-ce que c'est un éclairage aussi par d'autres cultures, d'autres façons de vivre, autrement que la question de la participation peut aussi faire avancer les ménages de tout le monde, mais je veux dire tous ensemble, avec les habitants. C'est pas seulement les experts, dits experts. Voilà.